Et pour parler de ces derniers développements en Syrie et des perspectives avec nous en direct de Bruxelles, Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales. Mohamed Rajaï Barakat, bonsoir. Bonsoir. Alors la chute de Bachar al-Assad marque certainement un tournant majeur dans l'histoire récente de la Syrie, mettant ainsi fin à plus de 50 ans de domination du parti El-Bath. Cependant, les détails de cette offensive et les raisons derrière l'effondrement rapide des forces gouvernementales suscitent des interrogations. Alors, quels sont les principaux facteurs militaires et politiques qui ont conduit à l'effondrement rapide du régime syrien face à l'offensive des rebelles ? En fait, cette offensive était bien préparée à l'avance depuis des mois et peut-être depuis plus qu'un an. Les 75 000 membres des milices qui sont rentrés en Syrie étaient bien préparés, étaient bien entraînés. Certains disent qu'ils étaient entraînés dans certains pays de l'Est, Serbie, etc. Et donc, comme ils étaient bien préparés, et puis l'ambiance et la situation actuelle dans la région du Moyen-Orient a permis que cette rentrée dans les villes syriennes soit rapide, surtout après la faiblesse de Hezbollah et aussi avec ce qui s'est passé en Iran, le changement de la politique iranienne qui a laissé tomber la Syrie et aussi avec la Russie qui a levé sa main et ne veut plus intervenir pour soutenir Bachar al-Assad. Donc, ça a été bien clair qu'il pouvait facilement entrer en Syrie. Et puis certains disent que lors du forum de Doha, qui se déroule toujours au Qatar, il y a eu des rencontres entre les responsables des ministres des Affaires étrangères turcs et saoudiens et autres, et russes surtout, et il y avait un accord pour que Bachar al-Assad quitte la Syrie et que les forces des rebelles rentrent sans Alors, justement, la Russie n'a pas problème. complètement levé sa main sur Bachar al-Assad. Bachar al-Assad aujourd'hui et sa famille se trouvent à Moscou. C'est ce qu'ont annoncé en tout cas aujourd'hui des agences de presse russes. Donc son avenir politique tout de même reste incertain. La communauté internationale suit de près son sort et celui de ses proches, bien sûr. Dans ce sens, quelles sont les options possibles pour Bachar al-Assad après sa fuite et comment cela pourrait-il affecter les dynamiques internes et internationales autour de la Syrie ? Le fait que la Russie accueille Bachar al-Assad, elle l'accueille comme, entre parenthèses, comme un réfugié. Il a quitté son pays et s'est enfui rapidement quand il a vu que la situation n'est plus favorable à son régime. Et la Russie l'a accueilli, mais la Russie a retiré des frégates et s'est retirée de certaines bases militaires, notamment à Latakia. Et aussi la présence des soldats russes en Syrie a diminué très fortement depuis 2017 à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, la Russie n'était pas prête à continuer à se battre pour sauvegarder Bachar al-Assad à la tête de l'État syrien. Et en plus, l'Iran aussi a fait de même. Donc, tout ça, ça a permis aux rebelles d'entrer facilement sur le territoire syrien. En plus, il ne faut pas oublier le rôle de la Turquie qui est sur le vraiment régime très de Bachar inquiète. al-Assad. Excusez-moi Oui. d'intervenir comme ça, mais pourquoi la Russie et la Syrie ont levé leurs mains sur Bachar al-Assad, sur le régime de Bachar al-Assad ? La Russie, à cause des difficultés qu'il y a eu en Ukraine, ils ont retiré une partie importante de l'armée russe qui était présente en Syrie. L'Iran, tout le monde sait bien avec ce qui s'est passé à Gaza et puis au Liban, l'assassinat des responsables libanais de Hezbollah, et aussi tout ce qui se passe dans la bande de Gaza,
comme génocide, ça affaiblit l'Iran. Et puis certains disent, des observateurs disent que les services secrets israéliens ont joué un rôle important. Et ils ont pu s'intégrer et entrer et espionner les services et les institutions iraniennes. Et donc tout ça, et puis le changement de la présidence en Iran après la mort ou l'assassinat, entre parenthèses, de Raïssi. Donc tout ça, ça affaiblit le régime iranien et ça affaiblit aussi la faiblesse de Hezbollah a permis l'entrée des rebelles qui, comme j'ai dit, étaient bien préparés pour ça. En plus, il y a le rôle d'Israël qui a intérêt à ce que la Syrie n'en reste pas telle qu'elle est. Hein. Il y a des craintes pour l'armée israélienne si la Syrie continue. Revenons justement sur la situation interne. Oui, revenons justement sur la situation interne en Syrie. Alors, le Premier ministre syrien a évoqué une possible transition de pouvoir, mais les conditions pour établir une stabilité durable restent floues. Quelles sont les principales options et défis pour la mise en place d'un gouvernement stable et inclusif en Syrie après la chute du régime, justement? Tout d'abord, quand on voit que Hayat Tahrir al-Sham est composée de 28 milices différentes, 28 organisations différentes, est-il possible que toutes ces organisations soient rassemblées et adoptent la même politique et la même direction donc vers la démocratie, etc. Sachant que celui qui est à la tête de cette commission ou cette hay'a, comme on l'appelle en arabe, est un ancien de Al-Qaïda. Alors, est-ce que c'est possible pour lui de vraiment établir un État démocratique en Syrie? En plus, il y a d'autres organisations, d'autres groupes qui appartiennent et qui sont soutenus par pas mal de pays. D'accord, vous dites que leur chef, c'est Abu Mohammed al-Joulani, c'est un ancien d'Al-Qaïda, mais il est aujourd'hui perçu comme étant l'homme fort de cette victoire en Syrie. Quelle est l'idéologie de ces groupes rebelles qui ont mené l'offensive? Vous dites qu'ils sont 28, et comment cela pourrait-il influencer l'avenir et la politique sociale de la Syrie? Je crois que le fait qu'il déclare que maintenant il n'est plus de membre de Al-Qaïda et que ses positions politiques vis-à-vis d'autres pays, notamment vis-à-vis de l'Occident, ont changé, et il a enlevé son costume traditionnel et s'est habillé en civil maintenant pour faire croire et pour convaincre l'Occident qu'il y a moyen de traiter avec lui. Mais il ne faut pas oublier qu'il est sur la liste des organisations terroristes et des personnages demandés ou recherchés par l'Occident, par les États-Unis, par l'Union européenne. Donc ça va être difficile, même moralement, pour l'Union européenne et les États-Unis de traiter avec lui. Est-ce que certains pays ne vont pas dire que nous allons traiter avec l'opposition syrienne une fois qu'un gouvernement élu démocratiquement, un parlement élu démocratiquement soit installé? Donc il y a beaucoup de problèmes qui vont surgir. Encore un autre problème, c'est avec la Turquie. Que va être la position de la Turquie? Je crois que la Turquie est le pays qui contrôle le plus les rebelles pour l'instant, et la Turquie ne va pas permettre un désordre total en Syrie, parce qu'il y a le problème des Kurdes. Certains parlent de la création d'un État kurde dans les territoires où il y a une présence kurde en Syrie, en Irak et en Turquie. Et tout ça, ça fait craindre les dirigeants turcs de la situation actuelle en Syrie. C'est pour ça qu'on voit bien que le ministre des Affaires étrangères turc a proposé et a dit que son pays va aider le nouveau régime, entre guillemets, pour contrôler la situation. Et un autre problème, c'est la reconstruction de l'État, soit les institutions. Est-ce que les rebelles vont accepter que le Premier ministre actuel, qui va rester en poste apparemment
soit le vrai dirigeant pour l'instant, surtout pendant la période transitoire. Est-ce qu'ils vont accepter ça? Et on voit bien que les différentes milices et les différentes En tendances revanche, vous dites des groupes. que c'était bien préparé, que c'était bien préparé à l'avance et que ces rebelles, d'ailleurs, ils ont utilisé la télévision publique pour annoncer la chute du régime et appeler au calme, ce qui montre tout de même une stratégie de communication bien réfléchie. Comment ces rebelles ont utilisé les médias pour consolider justement leur pouvoir et insolider ou influencer l'opinion publique syrienne, mais aussi internationale? En fait, ce qui se passe maintenant me rappelle au moment de retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Tout le monde espérait que les talibans vont changer de politique et puis que les relations entre talibans et l'Occident vont s'améliorer et que l'Occident va leur permettre de revenir sur la scène internationale. Mais on voit bien que la situation n'a pas changé en Afghanistan. La même chose ici en Syrie. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis, est-ce que la France, est-ce que les pays de l'Union européenne vont accepter de travailler avec quelqu'un qui était et qui est toujours sur la liste noire et sur la liste comme membre terroriste. Donc, ça va être un problème pour y compris les pays occidentaux. Et je ne crois pas que tout cela va changer du jour au lendemain. Il y a certains qui demandent, qui appellent à la création d'un État islamique, d'autres qui commencent déjà à faire la guerre avec les Kurdes de PKK et donc il y a beaucoup de problèmes qui surgissent au fur et à mesure. Tout ce qu'on souhaite, c'est que le peuple syrien retrouve sa dignité et son calme et qu'il puisse, après les années de guerre et de destruction qu'il a vécues, que les milices et les dirigeants de ces groupes et de l'opposition syrienne surtout, arrivent à se mettre d'accord et que la même situation qu'en Libye ne se reproduise pas. La Libye, tout le monde était content au début de la chute de Muammar al-Kadhafi, mais maintenant, depuis 2011, la Libye est encore pire qu'auparavant. On voit bien qu'il n'y a jamais d'accord entre les différentes fractions. L'Est et l'Ouest se bagarrent ou se font de la guerre jusqu'à présent. Il n'y a pas d'accord politique. Est-ce qu'on peut craindre la même chose en Syrie? J'espère que le peuple syrien va être plus fort et plus raisonnable et que cette situation change pour le bien-être et pour le mieux du peuple syrien. C'est ce qu'on espère. Alors, Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales, vous étiez en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous.